Je m'appelle Henri Beaumont, j'ai 71 ans, je suis viticulteur retraité, propriétaire d'un domaine viticole de 120 hectares ici, à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse, en Provence. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage, quand j'ai vu par le reflet d'un miroir ma fiancée verser quelque chose dans ma coupe de champagne. À ce moment-là, en quelques secondes, j'ai dû prendre la décision la plus rapide et la plus difficile de ma vie. Et cette décision a sauvé ma vie mais a pris la sienne. Si cette histoire de trahison et de justice vous touche le cœur, laissez un petit pouce pour rendre heureux ce vieux grand-père. Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires que je vais raconter avec tout mon cœur. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous maintenant. Avez-vous déjà vécu une trahison qui a changé votre vie? J'adore savoir de quelle ville vous êtes et à quel moment de la journée vous m'accompagnez. Je vais commencer par le commencement, car c'est là que toute vraie histoire doit commencer. Je suis né et j'ai grandi ici même à Châteauneuf-du-Pape, à une époque où le village était bien plus petit et où tout le monde se connaissait. Mon père possédait un petit domaine viticole, environ 20 hectares. Et depuis mon enfance, j'ai appris que le travail de la terre était dur mais honnête. Je me levais avant le lever du soleil pour aider dans les vignes, et le soir je tombais dans mon lit avec le corps endolori, mais la conscience tranquille. Ma mère disait toujours qu'un homme de bien se forge dans le travail de la vigne et dans la parole donnée. Quand j'étais jeune homme, j'ai épousé ma première femme, Geneviève. C'était un mariage arrangé par les familles, comme c'était la coutume à l'époque, mais nous avons fini par nous habituer l'un à l'autre, et nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. Nous avons eu 3 enfants, tous adultes maintenant, avec leurs propres familles aujourd'hui. Geneviève était une bonne femme, travailleuse, de celles qui se levaient à l'aube pour faire du pain et du café frais. Nous avons vécu notre vie simple, en prenant soin du domaine, en élevant les enfants, en allant à la messe le dimanche. Les années passaient, et avec le travail et quelques bonnes récoltes, j'ai réussi à agrandir la propriété. J'ai acheté des terres aux voisins qui abandonnèrent la viticulture, j'ai modernisé la production, investi dans la technologie. Quand je m'en suis rendu compte, j'avais 120 hectares de vignes et un patrimoine que je n'aurais jamais imaginé avoir quand j'étais ce petit garçon pieds nus courant entre les pieds de vigne. Mais l'argent n'apporte pas tout. Je l'ai appris de la manière la plus douloureuse. Ma femme Geneviève est décédée il y a quelques années. C'était le cœur, soudainement, sans prévenir. Un jour, elle était là à préparer le déjeuner, se plaignant de la chaleur, et le lendemain, elle s'est réveillée froide dans le lit à côté de moi. Je suis resté veuf, seul dans cette grande maison, avec les enfants déjà partis vivre loin. La solitude d'une grande maison est différente de celle d'une petite maison. Il semble que les murs gardent l'écho de l'absence de celui qui est parti. Ma sœur Marguerite, qui habite ici près, venait me rendre visite chaque semaine, inquiète pour moi. Elle disait que je devenais trop triste, que j'avais besoin de sortir, de voir du monde, de vivre un peu. C'est lors d'une de ces sorties qu'elle a tant insisté que j'ai rencontré Sylvie. J'étais allé à Avignon régler des affaires à la banque, des questions de retraite et d'investissement, et j'ai décidé de déjeuner dans un restaurant plus chic avant de rentrer. Je ne fréquente pas habituellement ces endroits, je préfère la cuisine maison, mais ce jour-là, j'ai voulu faire différemment. Et c'est là, assis à une table seule, mangeant un magret de canard aux figues, qu'elle est apparue. Sylvie était une belle femme, élégante, bien habillée, cheveux coiffés, ongles faits, bon parfum. Elle s'est assise à la table voisine, et nous avons commencé à parler. Elle a posé des questions sur le domaine, a semblé vraiment intéressée quand je lui ai parlé des vignes, de la vie à la campagne. Elle a dit qu'elle trouvait les hommes de la campagne plus intéressants que ceux de la ville, qu'ils avaient plus de caractère, plus d'histoires à raconter. Quel vieil homme seul n'aime pas entendre ces choses? Je me suis senti important, spécial. Nous avons échangé nos numéros de téléphone avant que je parte. Dans les jours suivants, elle a commencé à m'appeler. De longues conversations, elle me posait des questions sur ma vie, ma famille, mes projets. Elle disait qu'elle était aussi veuve, qu'elle comprenait ma solitude, que nous pouvions nous tenir compagnie. Nous nous sommes rencontrés à nouveau, cette fois dans un café à Avignon. Puis encore et encore. En peu de temps, nous sortions ensemble. Sylvie était tout ce qu'un homme dans ma situation pouvait vouloir. Affectueuse, attentionnée, toujours avec un bon mot, toujours s'offrant pour aider. Elle venait au domaine et feignait l'intérêt pour les plantations. Complimentait la maison, disait que j'avais construit quelque chose de beau dans la vie. Quand je parlais des enfants, elle écoutait attentivement. Quand je restais silencieux, elle respectait. Elle semblait trop parfaite, mais j'étais aveugle. Les mois passaient, et notre relation devenait sérieuse.
Je pensais déjà à la présenter à mes enfants, à rendre cela officiel. C'est alors que je l'ai demandée en mariage lors d'un dîner romantique que j'avais organisé ici au domaine, avec des bougies et des fleurs. Elle a accepté immédiatement, en pleurant, disant que j'étais l'homme qu'elle avait demandé à Dieu. Nous avons fixé la date, commencé les préparatifs. Ce serait un grand mariage à l'église, avec une fête au domaine. Je voulais faire les choses bien, montrer à tout le monde que j'avais retrouvé l'amour. Mais il y avait quelqu'un qui n'aimait pas du tout cette histoire, ma sœur Marguerite. Depuis le premier jour où je lui ai présenté Sylvie, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Marguerite est de ces femmes qui ont l'œil vif, qui remarquent les choses. Et elle a remarqué quelque chose chez Sylvie que moi, amoureux et nécessiteux, je ne pouvais pas voir. Après le départ de ma fiancée ce jour-là, ma sœur m'a appelé pour parler sur la terrasse. Ce qu'elle m'a dit cet après-midi-là changerait tout, mais j'étais trop têtu pour écouter. Marguerite m'a regardé de cette façon sérieuse, que seule une sœur aînée sait faire, et m'a dit directement, sans détour, « Henri, cette femme ne me plaît pas. Il y a quelque chose chez elle qui n'est pas correct. » J'ai ri pensant que c'était de la jalousie de sœur. Vous savez comment c'est? J'ai dit qu'elle exagérait, que Sylvie était une bonne femme, éduquée, de bonne famille. Mais Marguerite a insisté. Elle a dit que la femme était trop jeune pour moi, qu'elle semblait trop intéressée par mes terres, qu'elle posait trop de questions sur l'argent et le patrimoine. J'ai essayé d'expliquer que Sylvie montrait juste de l'intérêt pour ma vie, que c'était naturel pour une compagne de vouloir connaître son partenaire. Mais ma sœur n'était pas convaincue. « Henri, tu es aveugle. Cette femme est apparue de nulle part. En moins d'1 an, elle est déjà fiancée, et tu ne connais même pas bien sa famille. Où sont les parents? Où sont les amis? Pourquoi ne parle-t-elle jamais du passé? » C'était de bonnes questions, des questions que j'aurais dû poser, mais mon cœur stupide ne laissait pas ma tête penser correctement. Nous avons fini par nous disputer ce jour-là. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. J'ai dit que Marguerite était jalouse de me voir heureux, qu'elle voulait que je reste seul pour le reste de ma vie. Ma sœur a pleuré, quelque chose que je n'avais jamais vu. Elle a dit qu'elle essayait juste de me protéger, qu'elle avait un mauvais pressentiment, que j'étais le seul frère qu'elle avait et qu'elle ne voulait pas me voir souffrir. Mais moi, têtu et orgueilleux, je lui ai dit de s'occuper de sa vie et de laisser la mienne tranquille. Ce fut l'une de nos pires disputes de toute notre vie. Après cela, Marguerite s'est un peu éloignée. Elle venait encore me rendre visite par devoir de sœur, mais l'ambiance était lourde entre nous. Et Sylvie, intelligente, aperçut la situation et a commencé à jeter de l'huile sur le feu. Elle disait que ma sœur ne l'aimait pas parce qu'elle avait peur de perdre son influence sur moi, que Marguerite devait être habituée à commander et décommander dans la vie de son frère veuf, et moi, comme un idiot, je la croyais. C'est incroyable comme on choisit de croire les beaux mensonges plutôt que les dures vérités. Les préparatifs du mariage avançaient. Sylvie a tout pris en charge. Elle a engagé le traiteur, la décoration, le photographe. Elle disait qu'elle voulait m'épargner le stress, que j'avais travaillé toute ma vie et que je méritais de me reposer pendant qu'elle s'occupait des détails. Elle a choisi l'église, décidé du menu, même la liste des invités, c'est elle qui l'a faite. Je ne faisais que signer les chèques, heureux, pensant que j'avais trouvé une femme serviable et dévouée. Quel idiot j'ai été. Un jour, mon fils aîné, Antoine, est venu me rendre visite. Il était venu de Lyon avec sa famille et voulait rencontrer la fiancée de son père. J'ai organisé un déjeuner ici au domaine. J'ai tenu à tout préparer comme j'aime. Daube provençale, tapenade, ratatouille, fougasse, de la vraie cuisine provençale. Sylvie est arrivée tout apprêtée, sympathique. Elle a conquis les enfants immédiatement avec des cadeaux et des sourires. Mais après son départ, Antoine m'a pris à part et m'a demandé « Papa, êtes-vous sûr de cela ?» Elle semble très intéressée par le patrimoine de la famille. J'ai expliqué que c'était juste de la curiosité naturelle, qu'elle avait posé des questions sur le domaine parce qu'elle allait se marier avec moi et avait le droit de savoir. Mon fils a insisté. « Papa, elle a demandé combien valait chaque hectare, combien de bouteilles vous produisez par an, si vous avez d'autres investissements. Ce n'est pas normal lors d'une première visite. » Encore une fois, je n'ai pas écouté. J'ai dit à Antoine qu'il était comme sa tante Marguerite, voyant des problèmes là où il n'y en avait pas. J'ai dit que j'étais heureux et que j'espérais que mes enfants me soutiendraient. Il a baissé la tête et a dit oui, que si c'était ce que je voulais, il respecterait. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il était inquiet. Mes enfants, ma sœur, tous voyant ce que je refusais de voir. Les semaines passaient, et Sylvie s'installait progressivement au domaine. D'abord, elle a apporté quelques vêtements pour ne pas avoir à faire des allers-retours tout le temps. Ensuite,
Elle a apporté plus de choses. Livres, objets personnels. Quand je m'en suis rendu compte, elle vivait pratiquement ici avant le mariage. Et moi, bête, je trouvais ça romantique. Je pensais qu'elle était impatiente de commencer notre vie ensemble. Une nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit avec soif et je suis allé à la cuisine prendre de l'eau. Sylvie était là au téléphone parlant à voix basse. Quand elle m'a vu, elle a raccroché immédiatement et a dit que c'était une amie, rien d'important. Mais je l'avais entendu dire quelque chose comme « Après le mariage, tout ira bien ». À l'époque, j'ai pensé qu'elle parlait des projets pour la lune de miel. Aujourd'hui, je sais qu'elle parlait de plans bien différents. Il y a eu aussi l'épisode du testament. Sylvie a suggéré, toute délicate, que je mette à jour mon testament. Elle a dit qu'il était important de laisser les choses organisées, que je n'étais plus jeune, que des accidents arrivent. Elle a dit qu'il serait bon de l'inclure puisque nous allions nous marier, pour garantir qu'elle serait protégée si quelque chose m'arrivait. Cela semblait être une préoccupation sincère. J'ai pris rendez-vous avec l'avocat, mais avant la consultation, mon fils Antoine m'a appelé, désespéré, me demandant de ne rien faire avant que nous en parlions. Nous avons eu une conversation sérieuse, mes 3 enfants et moi. Ils ont demandé, supplié que j'aille doucement, que je connaisse mieux la femme avant de modifier le testament ou de mélanger les patrimoines. Ils ont dit que ce n'était pas de la méfiance, c'était de la prudence. Cette fois-ci, j'ai écouté. Je n'ai pas changé le testament. Sylvie a été contrariée quand elle l'a appris, mais elle a bien dissimulé. Elle a dit qu'elle comprenait que les enfants avaient raison de protéger leur père, mais j'ai vu une lueur étrange dans ses yeux ce jour-là. 2 semaines avant le mariage, quelque chose s'est produit qui aurait dû me mettre en alerte définitivement. Marguerite est apparue ici à la maison. Elle a demandé à me parler seule à seule. Elle a dit qu'elle avait engagé un détective privé pour enquêter sur Sylvie. J'étais furieux. J'ai dit que c'était une invasion de la vie privée, qu'elle avait dépassé les limites. Mais Marguerite a pris ma main et a dit « Henri, elle a déjà été mariée 3 fois et les 3 maris sont morts. » J'ai senti mon sang se glacer. J'ai demandé comment ils étaient morts. Marguerite a dit que tous d'infarctus, tous des hommes plus âgés, tous avaient laissé un héritage pour elle. Le détective avait trouvé les certificats de décès, les certificats de mariage, tout était documenté. Sylvie avait menti sur le fait d'être veuve d'un seul mariage. Elle avait été veuve 3 fois, et à chaque fois, elle avait hérité de fortune. Mais moi, orgueilleux et têtu, je n'ai pas voulu croire. J'ai dit que ça pouvait être une coïncidence que les hommes plus âgés meurent d'infarctus de toute façon, qu'elle avait eu la malchance de perdre 3 maris, mais que cela ne faisait pas d'elle une meurtrière. Marguerite a pleuré à nouveau. Elle a dit que j'étais aveugle, que j'allais le regretter. J'ai pris les papiers qu'elle avait apportés et je les ai jetés à la poubelle sans même les lire correctement. Je lui ai dit de partir et de ne plus revenir si c'était pour parler mal de ma fiancée. Ma sœur est partie d'ici le cœur brisé, et je suis resté seul dans ce salon avec une sensation étrange dans la poitrine. Mais au lieu d'enquêter, de poser des questions, de chercher la vérité, j'ai choisi de croire aux mensonges. J'ai choisi de continuer avec le mariage. J'ai choisi d'ignorer tous les signes que ma famille essayait désespérément de me montrer. Le jour du mariage approchait, et Sylvie devenait encore plus attentionnée, plus affectueuse. C'était un baiser ici, une étreinte là, mon amour, par-ci et par-là. Plus la date approchait, plus elle montrait de l'affection. Moi, idiot, je pensais que c'était l'anxiété d'une fiancée amoureuse. Ce n'était pas ça. C'était l'anxiété d'une meurtrière, comptant les jours jusqu'au coup final. La veille du mariage, pendant qu'elle dormait dans la chambre d'amis, je suis allé au bureau et j'ai repris ces papiers que Marguerite avait apportés dans la poubelle. J'ai tout lu, les noms des 3 ex-maris, les dates des décès, les montants des héritages. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais même avec tout cela devant moi, je n'ai pas eu le courage d'annuler. Je pensais, et si c'est vraiment une coïncidence? Et si je la juge injustement? Et si je perds ma dernière chance d'être heureux? J'ai rangé les papiers et je suis allé me coucher. Ou plutôt, je suis allé m'allonger, parce que dormir, je n'y suis pas arrivé. Je suis resté toute la nuit à regarder le plafond, pensant, sentant cette oppression dans la poitrine. Mais quand le soleil s'est levé, je me suis levé, je me suis habillé, et j'ai continué avec les plans. Ce que je ne savais pas, c'est que quelques heures plus tard, à ma propre fête de mariage, j'allais voir, par le reflet d'un miroir, ma fiancée verser du poison dans ma coupe. Chapitre 3. Le jour du mariage et le reflet révélateur. Le jour du mariage s'est levé magnifique, avec ce soleil de Provence qui illumine tout sans brûler. Le domaine était entièrement décoré, des fleurs partout, des chaises blanches alignées dans le jardin,
une arche de roses à l'entrée. Sylvie avait engagé une équipe de Paris pour faire la décoration. Des gens qui ont coûté une fortune, mais je dois admettre qu'ils ont fait un beau travail. On aurait dit un mariage de magazine, de ceux qu'on voit à la télévision. Je me suis réveillé tôt, même après avoir mal dormi. Cette oppression dans la poitrine continuait, mais je la repoussais. J'essayais de l'ignorer. Je me suis habillé lentement. J'ai mis le costume neuf que Sylvie avait choisi, un bleu marine qu'elle disait qui allait bien avec mes yeux. Je me suis regardé dans le miroir, et j'ai vu un vieil homme de presque 71 ans, tout endimanché, essayant de paraître plus jeune qu'il n'était. J'aurais dû rire de moi-même, mais je n'y suis pas arrivé. La cérémonie aurait lieu à 16 heures à l'église Saint-Pierre de Châteauneuf-du-Pape. Sylvie avait insisté pour une cérémonie traditionnelle avec le prêtre, les demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur, le paquet complet. Elle disait qu'elle avait toujours rêvé d'un mariage comme ça. Moi, qui m'étais marié la première fois dans un simple mariage civil, j'ai tout accepté. Je voulais lui faire plaisir, rendre la journée parfaite. Quelle ironie de vouloir rendre parfait le jour de ma propre mort planifiée. Pendant la matinée, la maison s'est remplie de monde. Coiffeuses, maquilleuses, photographes, décorateurs courant partout. Sylvie était dans la chambre d'amis en train de se préparer avec ses demoiselles d'honneur, et je suis resté dans ma chambre avec mes garçons d'honneur. Mon fils Antoine serait mon témoin. Malgré toute la méfiance qu'il avait, il m'a aidé à mettre ma cravate et à demander à voix basse « Papa, il est encore temps de revenir en arrière. Êtes-vous sûr ?» Je l'ai regardé et j'ai vu l'inquiétude sur son visage. J'ai vu un fils qui aimait son père et qui essayait de le sauver. Mais moi, têtu, j'ai dit oui, que j'étais sûr que tout irait bien. Antoine a soupiré et n'a plus rien dit. Il m'a juste serré fort dans ses bras, plus fort que d'habitude, comme s'il me disait au revoir. Et d'une certaine façon, il le faisait. Quand est venu le moment d'aller à l'église, je suis descendu les escaliers, et j'ai vu Marguerite debout dans le salon. Elle était venue, malgré tout, robe discrète, sans grande joie sur le visage, mais elle était là. Je me suis approché d'elle et j'ai dit « Merci d'être venue, sœurette ». Elle a tenu ma main et a répondu « Je suis ta sœur, Henri. Je serai toujours là, même quand tu ne le voudras pas, et je vais garder l'œil sur tout aujourd'hui. » Je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire par là, mais je l'ai remerciée, et je suis parti vers la voiture. L'église était bondée. Il y avait plus de 300 personnes. Amis, connaissances, gens de la région, fournisseurs, des gens que je ne connaissais même pas vraiment, mais que Sylvie avait invités. Son entrée a été belle, je dois l'admettre. Robe blanche longue, voile, bouquet de roses blanches, sourire qui illuminait toute l'église. Marchant sur le tapis rouge au son de la marche nuptiale, elle ressemblait à un ange de la mort. Mais ça, je ne le savais pas encore avec certitude. La cérémonie a été traditionnelle. Le prêtre a parlé de l'amour, de l'engagement, du jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand il a dit cette partie, Sylvie a serré ma main et m'a regardé dans les yeux. Aujourd'hui, je sais qu'elle pensait que la mort allait nous séparer très rapidement, beaucoup plus vite que le prêtre ne l'imaginait. Nous avons échangé les alliances. Moi tremblant, elle ferme et décidée. Quand le prêtre a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », elle m'a tiré vers elle et m'a embrassé avec passion. Et toute l'église a applaudi. Nous sommes sortis de là comme mari et femme. À la porte de l'église, photos, rires, pétales de roses, joie partout, sauf dans les yeux de Marguerite, qui continuait à m'observer avec ce regard inquiet, et sauf dans les yeux de mes enfants, qui souriaient pour la photo, mais étaient lourds d'inquiétude. Mais j'essayais de ne pas les regarder, j'essayais de me concentrer sur le bonheur que je croyais vivre. La fête aurait lieu au domaine. Un buffet complet monté dans les caves que j'avais fait rénover spécialement pour ce jour. Quand nous sommes arrivés, la décoration était encore plus belle que le matin, avec les lumières déjà allumées, même si c'était encore l'après-midi, créant une ambiance magique. Il y avait de la musique live, un groupe de jazz manouche que Sylvie avait engagé de Marseille, de la nourriture en abondance, des boissons à volonté. Les invités arrivaient peu à peu, me félicitaient, embrassaient Sylvie, nous souhaitaient le bonheur. Il y a eu un moment où un homme que je n'avais jamais vu s'est approché d'elle et ils ont échangé un regard rapide. Il était plus jeune, devait avoir dans les 45 ans, cheveux grisonnants, bien habillé. Sylvie me l'a présenté rapidement. « Mon amour, voici Luc, le vétérinaire qui s'occupe des animaux du domaine de mon cousin. » J'ai trouvé ça étrange parce que je ne savais même pas qu'elle avait un cousin avec un domaine. Mais j'ai salué l'homme, et je n'y ai plus pensé. Luc est resté peu de temps à parler avec nous, mais j'ai remarqué que Marguerite observait. Elle était venue jusqu'à nous et était restée là, près.
sans dissimuler qu'elle faisait attention. Quand Luc s'est éloigné, ma sœur m'a tiré par le bras et a murmuré « Qui est cet homme ?» Il a regardé ta femme d'une façon étrange. J'ai dit que c'était juste une connaissance d'elle, rien de grave. Et j'ai demandé à Marguerite d'arrêter de voir des problèmes partout. La fête avançait. Il y avait des gens qui dansaient, des gens qui mangèrent les canapés, les quiches, les vols au vent, la pièce montée que j'avais commandée spécialement. Il y avait le sanglier rôti qui est une tradition dans les mariages provençaux, la bouillabaisse, la ratatouille. La nourriture était bonne, les gens étaient heureux, et j'essayais de me convaincre que j'avais fait le bon choix. Mais cette oppression dans la poitrine ne passait pas. Chaque fois que je regardais Sylvie, je la voyais souriante, parlant, étant sympathique avec tout le monde, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me rendait inquiet. C'était comme si elle comptait les heures pour quelque chose. Elle le faisait. Je ne savais juste pas encore pourquoi. Quand la soirée approchait, le maître de cérémonie a annoncé qu'il était temps du toast des mariés. Mon cœur s'est emballé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti un frisson. Sylvie a pris ma main et m'a emmené jusqu'à la table principale, où 2 coupes de champagne Moet and Chandon nous attendaient. C'était un champagne qu'elle avait tenu à commander, disant que c'était le meilleur, que je méritais le meilleur en ce jour spécial. Le serveur a servi les 2 coupes et les a laissées là sur la table. Le groupe a arrêté de jouer, les lumières ont été baissées, un projecteur a été allumé sur nous. Tout le monde s'est approché pour voir le toast, pour prendre des photos, pour enregistrer le moment. Et c'est à ce moment-là que Sylvie a fait quelque chose qui a tout changé. Elle a pris les 2 coupes et a dit au serveur « Laisse, je vais les apporter à mon mari ». Elle m'a souri et a commencé à marcher dans ma direction avec les 2 coupes dans les mains. Mais avant d'arriver jusqu'à moi, elle s'est tournée dos à la foule, faisant face à un mur décoratif où il y avait un grand miroir vénitien qu'elle-même avait choisi pour la décoration. C'est à ce moment-là que j'ai vu, par le reflet du miroir. Sylvie a regardé rapidement autour d'elle, a pensé que personne ne regardait, et a sorti du décolleté de sa robe un petit flacon. Avec des gestes rapides mais soigneux, elle a versé le contenu dans la coupe de sa main droite, puis elle a rangé le flacon dans son décolleté, a respiré profondément et s'est retournée avec un magnifique sourire sur le visage. Le monde s'est arrêté, mon cœur s'est arrêté, ma respiration s'est arrêtée. Je venais de voir ma femme, le jour de notre mariage, mettre quelque chose dans ma boisson. Et par le reflet du miroir, elle ne savait pas que j'avais vu. Elle pensait être discrète, intelligente, invisible. Mais le miroir ne ment pas. Le miroir a montré la vérité qu'elle essayait de cacher. Sylvie s'est approchée de moi, souriante, tendant la coupe empoisonnée, et a dit avec cette voix douce qui m'avait conquis des mois auparavant, « Mon amour, ta coupe. Portons un toast à notre amour éternel. » À ce moment-là, avec 300 personnes qui regardaient, avec des photographes qui enregistraient, avec de la musique de fond et des lumières romantiques, j'ai dû prendre la décision la plus rapide de ma vie. Et cette décision déterminerait qui sortirait vivant de cette fête. J'ai pris la coupe de sa main, ma main tremblante. Pas d'émotion, comme tout le monde devait le penser, mais de pure terreur. Mes doigts ont saisi ce cristal fin et je savais, j'avais la certitude absolue que là-dedans il y avait quelque chose qui allait me tuer. J'avais vu de mes propres yeux ma femme verser quelque chose, cacher le flacon. J'avais tout vu. Sylvie a pris l'autre coupe, la propre, et est restée là devant moi, souriante. Un large sourire, magnifique, de ceux qui trompent n'importe qui. Mais j'avais vu la vérité. J'avais vu qui elle était vraiment sous ce masque de femme amoureuse. Et à ce moment-là, avec 300 personnes qui attendaient, avec des caméras pointées sur nous, avec de la musique jouant en fond, ma tête travaillait plus vite qu'elle n'avait jamais travaillé de ma vie. J'ai pensé à crier, à jeter la coupe par terre et à la dénoncer là, devant tout le monde. Imaginez la scène. Cette femme a mis du poison dans ma boisson. Je l'ai vue par le miroir. Mais alors j'ai pensé aux conséquences. Et si elle niait? Et si elle disait que j'étais fou, que c'était dans ma tête? Elle était une actrice parfaite. Elle m'avait trompé pendant des mois. Elle réussirait à tromper ces gens pendant quelques minutes aussi. Elle dirait que j'étais nerveux, confus, que j'avais trop bu avant la fête. Elle inventerait quelque chose. De plus, je n'avais aucune preuve. Le flacon était caché dans sa robe. Personne d'autre n'avait vu. Ce serait ma parole contre la sienne. Et j'étais un vieil homme de presque 71 ans qui épousait une femme bien plus jeune. La moitié des gens là pensaient déjà que j'étais sénile. Ils la croiraient, pas moi. Alors j'ai pensé à simplement ne pas boire, à faire semblant de boire, et à jeter après. Mais elle allait s'en rendre compte. Elle allait rester là à côté de moi, attendant, observant, vérifiant que j'avais tout bu.
Et quand elle verrait que je n'avais pas bu, elle saurait que quelque chose avait mal tourné. Elle inventerait une excuse. Elle essaierait à nouveau plus tard, à un autre moment, quand je serais moins préparé. Et la prochaine fois, je ne verrai peut-être pas. C'est alors qu'une troisième option m'est venue à l'esprit. Une option qui m'a glacé de l'intérieur, mais qui en même temps avait tout son sens. Si elle avait préparé ce poison pour moi, si elle avait planifié ma mort froidement le jour de notre mariage, alors peut-être serait-il juste qu'elle goûte à sa propre médecine. Œil pour œil, dent pour dent, comme dit l'Écriture, ou mieux encore, poison pour poison. L'idée était simple, mais risquée. Je devais troquer les coupes, faire en sorte qu'elle boive la coupe empoisonnée qui était préparée pour moi, pendant que je boirais la propre qui était dans sa main. Mais comment faire cela devant tout le monde sans que personne ne le remarque? Comment exécuter l'échange parfait au milieu d'une fête, sous les projecteurs, avec des photographes et des caméras autour? Mon esprit a commencé à travailler frénétiquement. J'avais des secondes, peut-être une minute au maximum avant que les gens commencent à trouver ce retard étrange. Je percevais déjà quelques murmures, quelques chuchotements. Pourquoi ne porte-t-il pas un toast? Je devais agir vite, mais je devais agir correctement. J'ai regardé autour de moi, discrètement, évaluant la situation. Sylvie était devant moi, tenant la coupe propre dans sa main gauche. Je tenais la coupe empoisonnée dans ma main droite. Les deux coupes étaient identiques, même modèle, même décoration. Impossible de distinguer l'une de l'autre juste en regardant. C'était bon. Cela jouait en ma faveur. Si je réussissais à les échanger, personne ne remarquerait la différence. Mais comment créer la distraction nécessaire? Comment la faire détourner l'attention suffisamment longtemps pour que j'exécute l'échange? J'ai pensé à faire tomber quelque chose, à faire semblant d'avoir vu quelqu'un, à inventer n'importe quoi. Mais il fallait que ce soit naturel, que ce soit convaincant. Sylvie était intelligente, très intelligente. N'importe quoi d'évident allait éveiller les soupçons. Alors j'ai remarqué un détail. Sa robe. La robe blanche longue, avec ses fines bretelles aux épaules. Et une des bretelles, peut-être à cause du mouvement quand elle avait sorti et rangé le flacon, était légèrement de travers, presque tombante. Pas beaucoup, mais suffisamment. Et c'était mon prétexte parfait. J'ai respiré profondément. Je savais que j'avais une seule chance. Si je me trompais, si elle s'en rendait compte, j'étais mort. Elle allait se méfier, elle allait rester vigilante, et je n'aurais pas d'autre opportunité. Mais si je réussissais, si j'exécutais parfaitement, elle boirait le poison qu'elle avait préparé pour moi. Ma première femme, Geneviève, disait toujours que j'avais de bonnes mains. Des mains de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie dans les vignes. Des mains fermes, des mains précises. Combien de fois n'avais-je pas tenu un outil délicat? N'avais-je pas fait un mouvement précis dans le soin des vignes? N'avais-je pas attrapé quelque chose sans le faire tomber? Toute une vie de travail manuel m'avait préparé pour ce moment, sans que je le sache. J'ai regardé Sylvie dans les yeux. Elle continuait à sourire, attendant. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait dans ma tête. Elle n'avait aucune idée que je savais. Elle continuait à jouer son rôle de fiancée amoureuse, de femme dévouée, de femme qui avait trouvé l'amour de sa vie. Mais je connaissais la vérité maintenant. Je la voyais, pour ce qu'elle était vraiment. J'ai commencé à parler, gardant la voix calme. Mon amour avant de porter un toast. Elle a incliné la tête, curieuse. Il y a quelque chose que je dois arranger. J'ai fait un pas plus près d'elle. Les gens autour faisaient attention, attendant un moment romantique, peut-être une déclaration d'amour avant le toast. S'ils savaient ce qui se passait vraiment. La bretelle de ta robe, du côté gauche, tombe un peu, j'ai dit en pointant du menton. Pas de la main parce que mes deux mains étaient occupées. La droite tenait la coupe empoisonnée. La gauche était libre, prête à exécuter le mouvement. Sylvie a regardé son épaule gauche automatiquement, inquiète de son apparence, vérifiant la robe. C'est à cette fraction de seconde que j'ai agi. Pendant qu'elle regardait sa propre épaule, distraite, ma main gauche a bougé rapide comme l'éclair. J'ai attrapé la coupe propre de sa main. En même temps, ma main droite a tendu la coupe empoisonnée dans sa direction. Ce fut un mouvement fluide, rapide, presque imperceptible. La coupe propre qui était avec elle était maintenant avec moi. La coupe empoisonnée qui était avec moi était maintenant avec elle. Tout s'est passé en moins de 2 secondes. Quand Sylvie a regardé à nouveau devant elle, elle tenait une coupe et je tenais l'autre. Mais ce n'étaient pas les mêmes coupes qu'avant. J'avais échangé. J'avais exécuté l'échange parfait. Et elle n'avait rien remarqué. Voilà, c'était juste ça. J'ai dit tranquillement, comme si je n'avais pas juste réalisé la manœuvre la plus importante de ma vie. C'est arrangé maintenant. Sylvie a souri soulagée et a regardé la coupe dans sa main. La coupe qui portait maintenant le poison qu'elle-même avait préparé. La coupe qu'elle pensait être dans ma main
mais que j'avais échangé avec l'habileté d'un vieux vigneron. J'ai levé ma coupe, la propre, et l'ai regardé dans les yeux. Maintenant oui, mon amour, portons un toast. Le groupe a recommencé à jouer doucement. Le maître de cérémonie a pris le micro et a annoncé « Mesdames et messieurs, le toast des mariés ». Tout le monde a levé leur coupe. Les flashs des appareils photo ont commencé à crépiter. Et là, au milieu de cette belle fête, sous des lumières romantiques et de la musique douce, Sylvie et moi avons levé nos coupes. Seulement maintenant, la situation était complètement inversée. Elle pensait qu'elle allait me tuer. Je savais que j'avais retourné le jeu. Et dans les prochaines minutes, l'un de nous deux allait découvrir que parfois le chasseur devient la proie. À notre amour, Sylvie a dit fort, souriant à la foule, sa voix douce résonnant dans la salle, à notre avenir ensemble, aux nombreuses années heureuses que nous allons partager. L'ironie de ces mots était si grande qu'elle faisait presque mal. Nombreuses années. Elle ne prévoyait pas de me donner même une heure de vie de plus. Mais maintenant, sans le savoir, elle portait un toast à sa propre mort. À l'amour véritable. J'ai répondu, tenant fermement la coupe propre, la regardant dans les yeux. J'ai voulu ajouter quelque chose. J'ai voulu dire « et à ceux qui reçoivent ce qu'ils méritent », mais je me suis retenu. Je ne pouvais donner aucun signe que je savais. Je devais jouer aussi bien qu'elle jouait, peut-être même mieux. Nous avons fait teinter nos coupes l'une contre l'autre. Le son du cristal s'est touché à résonner dans la salle. Ce tintement délicat qui dans n'importe quel autre mariage serait romantique, mais là était la cloche de la mort qui sonnait. Les gens ont applaudi, crié « Vive les mariés !» et certains ont même sifflé, cette célébration typique des fêtes provençales. Tout semblait normal, festif, joyeux. Personne n'avait la moindre idée du drame qui se déroulait juste devant eux. J'ai porté la coupe à mes lèvres et j'ai bu. Le champagne était glacé avec ce goût cher auquel je n'étais pas habitué, mais qui descendait facilement. C'était le goût de la vie, de la victoire, de la survie. J'ai vu Sylvie faire le même mouvement, porter la coupe à ses lèvres. Et c'est à ce moment-là que le temps a semblé ralentir. J'ai vu au ralenti elle incliner la coupe, le liquide doré arriver jusqu'à sa bouche, elle boire, avaler. Elle a bu, elle a tout bu. Elle a vidé la coupe jusqu'au bout, comme si elle voulait prouver qu'elle était vraiment engagée dans ce toast, dans ce mariage, dans cet amour faux. Quand elle a terminé, elle m'a souri, a délicatement essuyé ses lèvres avec la serviette et m'a donné un baiser sur la joue. « Je t'aime, mon mari », elle a murmuré à mon oreille. Et j'ai pensé, tu n'aimes personne d'autre que toi-même et ton argent. Les gens ont continué à applaudir. Le groupe a recommencé à jouer plus fort. Quelques invités sont venus nous féliciter, embrasser, souhaiter le bonheur. Sylvie était radieuse, souriante, acceptant les félicitations avec toute cette élégance. Et moi là, à côté, observant, attendant, comptant les minutes. Combien de temps cela prendrait-il? Combien de temps avant que le poison ne fasse effet? Je ne savais rien des poisons. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle avait mis dans cette coupe. Mais j'allais bientôt le découvrir. Les 5 premières minutes ont été normales. Sylvie parlant, riant, posant pour des photos. Elle semblait complètement bien. Pendant un instant, je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé, si je n'avais pas imaginé toute cette scène du miroir. Mais non, j'avais vu clairement elle verser quelque chose, cacher le flacon. Ce n'était pas mon imagination, c'était réel. C'est à la 10e minute que j'ai perçu le premier changement. Sylvie était en train de parler avec une de ses tantes quand soudain elle s'est arrêtée au milieu de la phrase. Elle a porté la main à sa poitrine, juste une seconde. Puis elle a continué à parler comme si rien ne s'était passé. Mais moi j'avais vu, et j'ai commencé à faire encore plus attention. Elle a continué à circuler dans la fête, mais maintenant je remarquais de petits signes. La façon dont elle respirait un peu plus vite que la normale. La façon dont de temps en temps elle passait la main sur son front, comme si elle vérifiait si elle transpirait. La façon dont ses mains tremblaient légèrement quand elle a pris une autre coupe, cette fois d'eau, et a bu rapidement, comme si elle avait très soif. 15 minutes après le toast, elle est venue vers moi et a attrapé mon bras avec force. Elle a serré plus que nécessaire, et quand je l'ai regardée, j'ai vu que son visage commençait à pâlir. « Tout va bien, mon amour ?» j'ai demandé, essayant d'avoir l'air inquiet, mais à l'intérieur sentant un mélange étrange de satisfaction et d'horreur. Satisfaction parce que mon plan avait fonctionné. Horreur, parce que je voyais une personne mourir juste devant moi, même si cette personne voulait me tuer. Oui, c'est juste la chaleur. Elle a répondu en forçant un sourire, mais sa voix est sortie un peu tremblante. Elle a lâché mon bras et a marché jusqu'à une chaise, s'est assise rapidement. J'ai vu qu'elle respirait avec difficulté maintenant. La poitrine montait et descendait plus vite.
Quelques personnes ont commencé à le remarquer aussi. C'est alors que Marguerite est apparue, à côté de moi. Ma sœur avait des yeux d'aigle. Elle en avait toujours eu. La mariée ne va pas bien, elle a dit à voix basse, juste pour que je l'entende. Je l'ai regardée et nos yeux se sont rencontrés. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange d'inquiétude et de quelque chose de plus, comme si elle savait que quelque chose de très grave se passait. Garde l'œil sur elle, j'ai dit, et Marguerite a hoché la tête. 20 minutes après le toast, Sylvie était assise, la main toujours sur la poitrine, le visage de plus en plus pâle. La couleur disparaissait de sa peau comme de la peinture lavée par la pluie. Les lèvres, qui étaient roses et belles, commençaient à prendre une teinte violacée. Elle a appelé une de ses demoiselles d'honneur et a demandé de l'eau à nouveau, mais quand elle a essayé de boire, sa main tremblait tellement qu'elle a renversé la moitié du verre. Les gens autour ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait vraiment pas. Les murmures ont augmenté. J'ai entendu quelqu'un dire « La mariée ne va pas bien », un autre dire « Ça doit être l'émotion du mariage ». Mais je savais que ce n'était pas de l'émotion. Je savais exactement ce qui se passait. Le poison qu'elle avait préparé avec tant de soin était en train de faire son travail, seulement dans le mauvais corps. Je me suis approché d'elle, jouant le rôle de mari inquiet. « Sylvie, mon amour, qu'est-ce que tu ressens ?» Elle m'a regardé et pour la première fois ce soir-là, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Une peur réelle, sincère. Je ne sais pas, mon cœur bat trop vite. Je n'arrive pas à respirer correctement. La voix sortait faible maintenant, sans toute cette fermeté qu'elle avait toujours. C'est là qu'elle a commencé à transpirer. Pas cette légère sueur de quelqu'un qui est dans un environnement chaud, mais une sueur froide, abondante, qui a commencé à couler sur son front, sur son cou, tachant la robe blanche. Son visage devenait de plus en plus pâle, presque gris, les lèvres définitivement violettes maintenant, et la respiration était difficile. Elle haletait, essayant de tirer de l'air. « Appelle quelqu'un », elle a réussi à dire entre des respirations courtes. « Médecin, j'ai besoin d'un médecin ». Sa voix était faible, presque un murmure. Marguerite, qui observait tout de près, a dit fort « Quelqu'un ici est médecin ? La mariée ne va vraiment pas bien. Il y a eu du mouvement dans la fête, des gens s'approchant, voulant voir, voulant aider. 25 minutes. Sylvie a essayé de se lever de la chaise, et ses jambes ont vacillé. Elle allait tomber si je ne l'avais pas retenue. Le corps était mou, sans force. Je l'ai tenue par les épaules et j'ai senti qu'elle tremblait de tout son être. Henri, elle a murmuré mon nom, et à ce moment-là j'ai vu une terreur pure dans ses yeux. Une terreur de quelqu'un qui sait que quelque chose va très très mal. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ? Dis-moi ce que tu ressens. » j'ai dit, gardant la voix inquiète, mais à l'intérieur sentant cette confirmation glacée que oui, c'était du poison, et oui, ça fonctionnait. Elle a essayé de répondre, mais a commencé à tousser. Une toux sèche, désespérée. Quand la toux est passée, elle a attrapé ma chemise avec ses deux mains et a tiré mon visage près du sien. Je ne vais pas bien. Chaque mot sortait avec difficulté. Hôpital. S'il te plaît. Hôpital. Ses yeux étaient écarquillés maintenant, les pupilles dilatées. Le blanc des yeux commençait à devenir rougeâtre, la bouche entr'ouverte essayant de tirer de l'air. Et puis a commencé l'écume, une écume blanche au coin de la bouche qu'elle a essayé d'essuyer, mais qui continuait à revenir. C'est à ce moment-là que la panique s'est installée dans la fête. Les gens ont commencé à crier. « Quelqu'un appelle une ambulance. Elle fait une crise cardiaque. Médecin. Pour l'amour de Dieu. » La musique s'est arrêtée. La joie s'est transformée en désespoir. Tout le monde courait, essayant d'aider, sans savoir quoi faire. Et moi là, tenant ma femme dans mes bras, la voyant mourir par le poison qu'elle-même avait préparé. 30 minutes après le toast, les jambes de Sylvie ont complètement cédé. Elle est tombée par terre, la robe blanche s'étalant autour d'elle comme une mare de lait. Je me suis agenouillé à côté, j'ai tenu sa tête. Les gens se sont agglutinés autour, formant un cercle. J'ai entendu des cris, des pleurs, du désespoir. Quelqu'un a crié qu'il avait déjà appelé l'ambulance, qu'elle arrivait. Sylvie m'a regardé à ce moment-là, avec la respiration de plus en plus faible, avec le corps tremblant violemment, avec de l'écume à la bouche et les lèvres violettes. Elle m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux qu'elle savait. Je ne sais pas comment, mais elle savait. Peut-être par la façon dont je la regardais. Peut-être parce qu'elle était assez intelligente pour rassembler les pièces. Peut-être parce qu'à la fin, un assassin reconnaît un assassin. Avec un effort immense, elle a levé sa main tremblante et a attrapé le col de ma chemise. Elle a tiré mon visage près du sien, si près que j'ai pu sentir sa respiration chaude et irrégulière sur mon visage. Et alors, dans un murmure que seul moi ai pu entendre au milieu de toute cette confusion, elle a dit « Tu as échangé les coupes.
Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Elle avait découvert. Dans les dernières minutes de sa vie, elle avait compris ce qui s'était passé. J'ai regardé dans ses yeux que j'avais un jour trouvés beaux mais qui maintenant étaient remplis de terreur et de compréhension. Et j'ai répondu doucement, juste pour qu'elle entende. J'ai échangé. J'ai vu le choc passer sur son visage. Même avec toute la souffrance, même avec le corps qui lâchait, je voyais la surprise, la colère, le désespoir de quelqu'un qui réalise qu'il a été vaincu à son propre jeu. « Comment tu as su ?» Elle a réussi à murmurer, chaque mot coûtant un effort immense, la voix presque inaudible. Je me suis penché encore plus près, comme si j'allais lui faire une caresse, mais en réalité pour que personne d'autre n'entende notre conversation. « J'ai vu dans le miroir », j'ai dit, gardant la voix basse mais ferme. « Je t'ai vu mettre du poison dans ma coupe, je t'ai vu cacher le flacon. Tu pensais que personne ne regardait, n'est-ce pas? Mais le miroir ne ment pas, Sylvie. Le miroir a montré qui tu es vraiment. » Ses yeux se sont encore plus écarquillés si c'était possible. Pendant une seconde, même avec toute la souffrance physique, je voyais la compréhension totale de ce qui s'était passé. Elle avait été prise. Elle avait été découverte. Et pire, elle était tombée dans son propre piège. Le poison qu'elle avait préparé avec tant de soin pour me tuer était en train de la tuer. « S'il te plaît », elle a murmuré, la voix presque disparue. « Hôpital, antidote. S'il te plaît, Henri. » Elle implorait maintenant. Elle implorait pour la vie qu'elle avait essayé de m'enlever. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux, se mélangeant à la sueur, à l'écume. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, j'ai vu Sylvie sans masque. J'ai vu le désespoir sincère, la terreur de quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Je me suis penché encore plus, comme si j'allais murmurer des mots de réconfort, des mots d'amour, comme un mari désespéré le ferait. Mais ce que j'ai dit, c'est « Il n'y a pas d'antidote, Sylvie. Tu as bien choisi le poison, tu te souviens? Quelque chose qui ressemblerait à un infarctus qui tuerait vite, qui serait difficile à détecter. Tu as parfaitement planifié ça. Dommage que ce soit pour toi. » J'ai vu le moment exact où elle a compris qu'il n'y avait plus d'issue, qu'elle était en train de mourir, que dans les prochaines minutes, elle cesserait d'exister. Et tout à cause de son propre plan. La main de Sylvie a lâché mon col et est tombée lourdement par terre. Le corps a commencé à convulser, des tremblements violents qui secouaient toute la robe blanche, la tête cognant légèrement contre le sol, les bras se contractant, les jambes se tordant. C'était horrible à voir, même en sachant ce qu'elle avait essayé de me faire. Les convulsions devenaient de plus en plus faibles. Le corps, qui tremblait violemment, a commencé à avoir des spasmes plus petits, plus espacés. L'écume à la bouche a augmenté, coulant par les coins, tachant la robe qui avait dû coûter une fortune. Les yeux de Sylvie, qui avant étaient écarquillés de terreur, ont commencé à perdre leur focus, à devenir vitreux, regardant vers un point lointain que seule elle pouvait voir. « L'ambulance met trop de temps !» Quelqu'un a crié dans la foule. « Ça fait une demi-heure qu'ils ont appelé. » Un autre a répondu. « L'hôpital est loin, il faut venir d'Avignon. » C'était vrai. L'hôpital le plus proche avec des urgences était à environ 30 km. Trop de temps. Un temps que Sylvie n'avait pas. Mon fils Antoine s'est approché, écartant les gens, s'est agenouillé à côté de moi et a mis sa main sur mon épaule. « Papa, laisse-moi voir si je peux aider. » Il avait suivi un cours de premier secours il y a des années pour le travail. Je l'ai lâché et je l'ai laissé prendre le relais. Antoine a vérifié le pouls à son cou, puis a mis son oreille près de sa bouche. Respiration très faible, presque rien. Il a dit, la voix tendue. Je vais essayer le massage cardiaque. Il a commencé les compressions sur sa poitrine, ce mouvement qu'on voit dans les films. 1, 2, 3, comptant à voix haute, essayant de maintenir son cœur battant. Mais je savais que c'était inutile. Le problème n'était pas que le cœur arrête de battre. Le problème était le poison qui s'était déjà répandu dans tout le corps, détruisant les organes, paralysant les systèmes, tuant cellule par cellule. Il n'y avait pas de massage cardiaque au monde qui allait sauver quelqu'un empoisonné de cette façon. Sylvie a eu un dernier spasme plus fort que les autres. Le corps s'est arqué, le dos se soulevant du sol, la bouche s'ouvrant dans un dernier cri silencieux. Et puis, elle s'est simplement arrêtée. Arrêtée de bouger, arrêtée de respirer, arrêtée de lutter. Les yeux sont restés ouverts, mais vides, sans vie. La peau, qui était déjà pâle, a pris une teinte grisâtre de cire. Antoine a continué les compressions pendant quelques secondes de plus, mais alors il s'est arrêté, a vérifié le pouls à nouveau et a secoué négativement la tête. « Elle est partie », il a dit, la voix chargée. « Je suis désolé, papa. » Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pleurer. Des larmes réelles qui sont sorties, sans que j'aie besoin de les forcer.
Ce n'étaient pas des larmes de tristesse pour la mort de Sylvie. C'étaient des larmes de soulagement, de terreur, de compréhension de ce qui venait de se passer. Je venais de tuer quelqu'un, pas directement avec mes mains, mais j'avais échangé ses coupes, sachant exactement ce qui allait se passer. Je l'avais condamné à mort. Je me suis jeté sur son corps, l'embrassant, criant son nom. « Sylvie, non, s'il te plaît, non !» La robe blanche était sale maintenant, tachée de sueur, d'écume, de terre du sol. Ses cheveux, qui étaient si bien coiffés, étaient étalés autour de sa tête comme une couronne macabre. Et moi là, enlacé avec le cadavre de la femme qui voulait me tuer, feignant un désespoir qui était réel, mais pour des raisons complètement différentes de ce que tout le monde pensait. Les gens pleuraient autour. J'ai entendu des sanglots, des prières, des exclamations de « Mon Dieu !» et « Pauvre petite si jeune !» La fête s'était transformée en veillée funèbre. La joie s'était transformée en tragédie. Et tout en moins de 40 minutes. 40 minutes depuis le toast jusqu'à la mort. 40 minutes qui avaient tout changé. C'est alors que j'ai entendu la sirène de l'ambulance arriver. Tard, comme je savais qu'elle arriverait. Le véhicule s'est arrêté à l'entrée du domaine et 2 ambulanciers sont sortis en courant avec un brancard et de l'équipement. Ils ont ouvert un chemin à travers la foule et sont arrivés jusqu'à nous. L'un d'eux, un jeune homme en uniforme vert, s'est agenouillé et a vérifié le corps de Sylvie. Il a cherché le pouls, essayé d'écouter la respiration, éclairé ses yeux avec une lampe. Depuis combien de temps a-t-elle arrêté de respirer? Il a demandé, prenant déjà le défibrillateur. Antoine a répondu, environ 5 minutes peut-être. L'ambulancier a préparé l'appareil, ouvert la partie supérieure de la robe de Sylvie, collé les électrodes. Écartez-vous! Il a crié et a donné le choc. Le corps de Sylvie a sauté sur le sol avec l'électricité mais n'est pas revenu. Il a essayé encore, et encore. 3 chocs, et rien. La ligne sur le moniteur continuait plate, ce bip continu qui dans les films signifie la mort. L'ambulancier a regardé son collègue et a secoué la tête. Puis il m'a regardé. « Je suis désolé, monsieur. Elle était déjà partie quand nous sommes arrivés. Nous avons fait ce que nous avons pu. » Il a éteint l'appareil et a couvert le corps de Sylvie avec un drap blanc qu'il avait apporté. Blanc sur blanc. Le drap sur la robe de mariée. L'image la plus triste que je pouvais imaginer. Ou ça devrait l'être, si je ne connaissais pas la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une dame a demandé dans la foule. Elle était si jeune, si en bonne santé. L'ambulancier a répondu en préparant le corps pour l'emmener. Ça ressemble à un arrêt cardiaque soudain. Parfois ça arrive, surtout dans des moments de grande émotion. Le cœur ne supporte pas le stress et s'arrête. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison et tort en même temps. Ce n'était pas le cœur qui n'avait pas supporté. C'étaient tous les organes détruits par le poison. Ils ont mis le corps de Sylvie sur le brancard et l'ont couvert complètement avec le drap. Ils allaient l'emmener à l'hôpital, faire les procédures, déclarer le décès officiel, faire l'autopsie. Mon cœur s'est emballé sur cette partie. Autopsie. Ils allaient ouvrir le corps, faire des examens. Ils allaient découvrir le poison. Ils allaient savoir que ce n'était pas une mort naturelle. Et s'ils découvraient, ils allaient réaliser que les coupes avaient été échangées. Mais alors je me suis souvenu, elle avait bien choisi le poison. Elle avait dit à son amant vétérinaire de lui apporter quelque chose d'indétectable, quelque chose qui ressemblerait à une mort naturelle. Le plan même qu'elle avait fait allait me protéger. L'ironie était presque drôle, si ce n'était pas si macabre. Le soin qu'elle avait eu à planifier ma mort parfaite allait garantir que sa mort aussi semble parfaite, naturelle, accidentelle, tragique, mais explicable. Ils ont emmené le corps. L'ambulance est sortie lentement du domaine, sans sirène cette fois. Il n'y avait plus d'urgence. Et je suis resté là, debout au milieu de la salle de fête, entouré de 300 personnes en état de choc, avec la musique arrêtée, la nourriture intouchée, la décoration magnifique qui maintenant semblait morbide dans ces circonstances. Mon mariage s'était transformé en funérailles en moins d'1 heure. Les gens ont commencé à partir, un par un. Ils venaient vers moi, donnèrent leurs condoléances, des étreintes, des mots de réconfort. « Courage, monsieur Henry. Dieu sait toutes choses. Elle est dans un meilleur endroit maintenant. » S'ils savaient où vont les gens qui essaient de tuer leur propre mari, peut-être repenseraient-ils ce dernier commentaire. Mais je remerciais juste, pleurais quand c'était nécessaire, acceptais les étreintes. Marguerite est restée. Après que tout le monde soit parti, après que les employés du traiteur aient commencé à tout démonter en silence respectueux, ma sœur est venue vers moi. Nous étions seuls sur la terrasse, regardant le domaine illuminé par la lune. Elle a pris ma main et a dit « Tu l'as vu faire quelque chose, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation.
Marguerite me connaissait. Elle savait quand je mentais, elle savait quand je cachais quelque chose. Je l'ai regardée dans ses yeux qui me connaissaient depuis ma naissance et pendant un moment, j'ai pensé à nier. Mais je n'ai pas pu. J'ai juste hoché la tête, confirmant. Elle a essayé de te tuer. Marguerite a dit à nouveau, pas comme une question, mais comme une certitude. Et tu as fait quelque chose. Je suis resté silencieux. Je n'ai pas confirmé. Je n'ai pas nié. J'ai juste continué à regarder la lune. Ma sœur a serré ma main. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit qu'elle était dangereuse. Mais tu n'as pas écouté. Je sais. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Tu avais raison. Pardon de ne pas avoir écouté. Marguerite m'a alors serré dans ses bras, fort, de cette façon que seule une sœur serre, et elle a murmuré à mon oreille. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui reste entre nous. Tu es mon frère. Je vais te protéger, quoi qu'il arrive. Mais tu dois me promettre une chose. Quoi? J'ai demandé. Promets que la prochaine fois que je te mettrai en garde contre quelqu'un, tu m'écouteras. J'ai souri tristement. Je promets. Il n'y aura pas de prochaine fois, mais je promets. Elle m'a lâché, a essuyé ses propres larmes, et a dit « Maintenant tu dois te reposer. Demain la police va venir poser des questions. Tu dois être préparé. Police. » Le mot est tombé comme un poids. Évidemment que la police viendrait. Mort soudaine lors d'une fête. Jeune épouse. Mariage le même jour. Ils allaient enquêter. Ils allaient poser des questions. Ils allaient vouloir des réponses. Je devais être prêt. Je devais avoir mon histoire claire dans ma tête. Et l'histoire était simple. Ma femme s'est sentie mal soudainement. Ça devait être le cœur. Quelle tragédie. Je suis dévasté. J'ai passé cette nuit éveillé, allongé dans le lit que j'avais préparé pour partager avec Sylvie, regardant le plafond, revivant chaque moment de cette journée maudite. J'ai revu le reflet dans le miroir, elle versant le poison. J'ai revu mes mains échangeant les coupes. J'ai revu elle buvant, souriant, pensant qu'elle avait gagné. J'ai revu son corps convulsant, les yeux vitreux, la mort arrivant. Et je me suis demandé si j'avais fait la bonne chose. Si échanger les coupes, la condamner à mort, c'était de la justice ou de l'assassinat. Elle avait planifié de me tuer. C'était un fait. Mais j'aurais pu choisir un autre chemin. J'aurais pu l'exposer là même, appeler la police, sauver ma vie sans prendre la sienne. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai choisi la vengeance. J'ai choisi de la laisser boire son propre poison. Et maintenant je devais vivre avec ce choix pour le reste de ma vie. Quand le soleil s'est levé, apportant cette lumière dorée de Provence par la fenêtre, j'étais toujours éveillé. Je me suis levé, j'ai pris une douche, je me suis habillé, je suis allé à la cuisine me faire un café. Et c'est là, assis à la table avec la tasse chaude dans les mains, que j'ai entendu la sonnette. Il était 7 heures du matin. Je suis allé à la porte et j'ai ouvert. 2 hommes en costume étaient là. L'un plus âgé, cheveux grisonnants, regard sérieux. L'autre plus jeune, tenant une mallette. Le plus âgé a sorti un badge. Monsieur Beaumont, je suis le commissaire Armand Dubois, et voici l'inspecteur Tessier. Nous devons parler du décès de votre femme. Le jeu ne faisait que commencer. Je n'avais aucune idée que ce qui allait suivre révélerait des vérités encore plus terrifiantes sur qui Sylvie était vraiment. Je les ai fait entrer. Le commissaire Armand avait ce style de policier expérimenté, qui a déjà tout vu dans la vie et ne s'impressionne pas facilement. L'inspecteur Tessier était plus jeune, devait commencer sa carrière et semblait mal à l'aise avec la situation. J'ai offert du café. Ils ont accepté et nous nous sommes assis dans le salon, ce même salon où des semaines auparavant, Marguerite m'avait averti à propos de Sylvie et je n'avais pas voulu écouter. Monsieur Beaumont, avant tout, mes condoléances. Le commissaire a commencé en sortant un carnet de sa poche. Je sais que ça doit être très difficile pour vous de perdre votre femme le jour du mariage. Mais malheureusement, c'est le protocole d'enquêter sur les morts soudaines, surtout quand elles se produisent dans des circonstances comme celle-ci. J'ai hoché la tête, essayant de paraître juste un veuf anéanti. Je comprends, commissaire. Posez les questions dont vous avez besoin. Il a feuilleté son carnet et a commencé. Avez-vous remarqué un comportement étrange chez votre femme avant qu'elle ne se sente mal? A-t-elle mentionné ne pas se sentir bien, douleur à la poitrine, manque d'air, quelque chose comme ça? J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Non, commissaire. Elle était heureuse, excitée par le mariage. Nous avons porté un toast, bu du champagne, et quelques minutes après, elle a commencé à se sentir mal. C'était très rapide. L'inspecteur notait tout. Le commissaire a continué. Savez-vous si elle avait un problème de santé, une condition cardiaque, de l'hypertension, du diabète? J'ai secoué négativement la tête. Pas qu'elle m'ait dit. Elle a toujours dit qu'elle était en bonne santé. Elle ne prenait jamais de médicaments.
Le commissaire a fait une note puis a posé la question qui m'a glacé. Cela vous dérange-t-il si nous examinons les images des caméras de sécurité du domaine? Mon cœur s'est emballé. Les caméras, je les avais complètement oubliées. Les caméras de sécurité que j'avais installées il y a quelques années, après qu'on m'ait volé du matériel d'un des hangars. Il y avait 12 caméras réparties dans la propriété, enregistrant tout 24 heures sur 24. Est-ce qu'une d'elles avait filmé le moment du toast? Est-ce qu'elle avait capturé l'échange des coupes? Bien sûr, commissaire, j'ai dit, essayant de garder ma voix ferme. Vous pouvez voir ce dont vous avez besoin. Le système est dans le bureau, je vais vous montrer. Nous nous sommes levés et sommes allés là-bas. J'ai allumé l'ordinateur, ouvert le système de sécurité. Il y avait des caméras à l'entrée, dans les hangars, dans les écuries, et une pointée vers la salle où a eu lieu la fête. Mon sang s'est glacé. Le commissaire s'est assis sur la chaise et a commencé à naviguer dans les enregistrements. Il a trouvé l'horaire de la fête, a accéléré jusqu'au moment du toast. Et alors, là sur l'écran de l'ordinateur, nous avons commencé à tout revoir. La fête, les gens, Sylvie et moi avec les coupes. La caméra n'était pas pointée directement vers nous. Elle était à un angle latéral, captant le côté de la salle. Mais alors le commissaire a mis l'image en pause et a zoomé. Là, dans le coin de l'écran, reflété dans une surface de verre décoratif du bar, il y avait la scène. Ce n'était pas le miroir vénitien où j'avais vu. C'était un autre reflet, d'un autre angle. Et ça montrait clairement Sylvie de dos, sortant quelque chose de sa robe, le versant dans une coupe. L'image n'était pas parfaite. Elle était lointaine, un peu floue. Mais on pouvait parfaitement voir qu'elle mettait quelque chose dans la boisson. Le commissaire et l'inspecteur ont échangé un regard. Monsieur Beaumont, le commissaire a dit lentement. Voyez-vous ce que je vois? J'ai fait semblant d'être surpris. Elle est en train de mettre quelque chose dans la coupe? Ma voix est sortie tremblante. Et je n'ai pas eu besoin de feindre le tremblement. J'étais terrifié par ce qui allait suivre. Le commissaire a continué à passer l'enregistrement. Maintenant, au ralenti. Il montrait Sylvie cachant l'objet dans sa robe, se retournant avec un sourire, me tendant la coupe. Et alors il a mis en pause à nouveau, a zoomé encore plus. Et là, dans l'image granuleuse mais visible, on pouvait voir mes mains bouger rapidement, échangeant les coupes pendant qu'elle regardait de côté. C'était rapide, presque imperceptible. Mais c'était là, enregistré, gravé, preuve concrète. Monsieur Beaumont, le commissaire a dit en se tournant vers moi avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Vous avez échangé les coupes. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Il avait vu. C'était là sur l'écran. J'ai senti mes jambes devenir faibles. C'était ça. C'était fini. Ils allaient m'arrêter. Ils allaient m'accuser de meurtre. Tout mon plan s'était effondré à cause d'une caméra de sécurité dont je ne me souvenais même pas qu'elle existait. J'ai respiré profondément. Ça ne servait à rien de mentir. La preuve était là, claire comme le jour. J'ai échangé. J'ai admis. La voix sortant faible. Je l'ai vu mettre quelque chose dedans. Je l'ai vu par le reflet. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que ce n'était rien de bon. J'ai échangé les coupes par instinct, pour me protéger. Le silence dans la pièce était lourd. L'inspecteur avait arrêté d'écrire et me regardait. Le commissaire s'est frotté le visage avec ses mains. « Monsieur Beaumont, avez-vous une idée de ce que votre femme a mis dans la boisson ?» Il a demandé. J'ai secoué la tête. « Non, commissaire, je ne sais pas. Je sais juste qu'elle a caché quelque chose, et mon instinct m'a dit que c'était dangereux. » Le commissaire a pris son téléphone et a passé un appel. Il a parlé bas, a demandé à quelqu'un d'aller à l'institut médico-légal en urgence, vérifier le corps, chercher un objet caché dans la robe de la victime. 2 heures plus tard, le commissaire a reçu un appel de retour. Il a décroché, écouté, et son expression a complètement changé. Il a raccroché et m'a regardé. « Ils ont trouvé un petit flacon caché dans le décolleté de la robe de votre femme. Il restait encore des résidus d'une substance. Ils l'ont envoyé au laboratoire pour analyse, mais le médecin légiste a dit qu'il a reconnu l'odeur. C'est un sédatif vétérinaire utilisé sur les chevaux, extrêmement toxique pour les humains en dose élevée, une dose létale. L'air est sorti de mes poumons. Poison. C'était vraiment du poison. Du poison pour chevaux. Sylvie avait planifié de me tuer avec du poison pour chevaux. Mon Dieu, j'ai murmuré. Et je n'ai pas eu besoin de feindre le choc. Elle allait me tuer. Ma propre femme allait m'empoisonner le jour de notre mariage. Le commissaire s'est levé et a commencé à marcher dans la pièce. « Monsieur Beaumont, j'ai besoin que vous me racontiez tout ce que vous savez sur votre femme. Tout. D'où elle venait, comment vous vous êtes rencontrés, ce qu'elle vous a dit sur son passé. Tout. » Et alors j'ai raconté. J'ai raconté la rencontre au restaurant, la relation rapide, le mariage précipité.
J'ai raconté Marguerite qui se méfiait, mes enfants inquiets, et j'ai raconté le détective privé que ma sœur avait engagé. Détective? Le commissaire s'est animé. Quel détective? Qu'a-t-il découvert? J'ai appelé Marguerite, lui ai demandé de venir avec tous les papiers qu'elle avait apportés. Une demi-heure plus tard, ma sœur était là, remettant au commissaire une chemise pleine de documents, certificat de mariage, certificat de décès, articles de journaux, tout sur Sylvie et ses 3 mariages précédents. Le commissaire a tout lu en silence. À chaque page, son expression devenait plus sérieuse. Quand il a terminé, il m'a regardé et a dit « Monsieur Beaumont, votre femme était mariée avant. » « Je sais, » j'ai répondu. Elle a dit qu'elle était veuve d'un mariage. Mais en réalité, c'était 3. 3 maris morts, tous d'infarctus, tous laissant une fortune pour elle. Ce qui a suivi a été une enquête qui est devenue une affaire nationale. La police a exhumé les corps des 3 ex-maris de Sylvie. Ils ont fait des analyses toxicologiques avancées et ont trouvé dans les 3 corps des résidus de la même substance. Le même poison pour chevaux. 3 assassinats. Sylvie n'était pas juste une arnaqueuse. C'était une tueuse en série. Une veuve noire qui séduisait des hommes riches, les épousait et les tuait pour hériter. Mais qui fournissait le poison? La réponse est venue quand ils ont enquêté sur les achats du sédatif. Ils l'ont tracé jusqu'à une clinique vétérinaire à Avignon. Le propriétaire, Luc, le même homme qui était apparu brièvement à ma fête, que Sylvie avait présenté comme le vétérinaire du cousin. Ils l'ont arrêté en 48 heures. Au commissariat, sous pression, Luc s'est effondré. Il a tout avoué. Il a dit que lui et Sylvie étaient amants depuis des années, qu'elle cherchait des hommes riches et plus âgés, les séduisait, les épousait, lui fournissait le poison, elle exécutait. Quand le mari mourrait, elle héritait, attendait quelques mois et divisait l'argent avec Luc. Ils avaient fait ça 3 fois. J'allais être le 4e. Mais le 4e, c'est elle qui l'a été. Le commissaire m'a rappelé au commissariat pour donner une déposition finale. J'ai tout expliqué. J'ai montré les enregistrements, la séquence des événements. Le procureur a analysé le cas et a donné son avis. Légitime défense. Je ne savais pas exactement ce que Sylvie mettait dans la coupe, mais je l'ai vu faire quelque chose de suspect et je me suis protégé. L'échange des coupes était instinctif, une réaction d'autopréservation, et la substance qu'elle a utilisée était la même qui l'a tuée. Techniquement, elle s'est tuée avec son propre plan. J'ai été innocenté. Je ne serai accusé de rien. Le dossier a été classé comme mort accidentelle causée par tentative d'homicide inversé. Sylvie est morte victime de son propre poison. Justice poétique, certains ont dit. Karma, d'autres ont dit. Moi, je ressentais juste un vide immense. Luc n'a pas eu la même chance. Il a été accusé de 3 homicides qualifiés, plus une tentative d'homicide contre moi. Il a pris 45 ans de prison, sans droit à réduction de peine pendant les 20 premières années. Il va mourir en prison. Un homme vieux et repentant payant pour avoir aidé une meurtrière à prendre la vie de 3 hommes innocents. Les familles des 3 ex-maris m'ont contacté. Ils sont venus au domaine, ont pleuré, remercié. Ils ont dit que pendant des années, ils avaient pensé que c'était une mort naturelle, qu'ils n'avaient jamais soupçonné. Maintenant, ils savaient enfin la vérité. Et d'une façon étrange et tordue, j'avais vengé leur mort. J'avais fait justice sans même savoir ce que je faisais. Mais la justice a un prix, et le prix que j'ai payé était élevé. Aujourd'hui, des années après ce jour maudit, je vis toujours ici au domaine de Châteauneuf-du-Pape, seul. Les 120 hectares de vignes continuent à produire, mais je ne travaille plus comme avant. Je laisse ça aux employés, à mes enfants qui administrent. Je ne fais que vivre chaque jour qui m'a été donné en cadeau, parce que je sais que je pourrais facilement ne pas être là. Je n'ai plus jamais voulu me remarier, plus jamais voulu même avoir de relation. Les femmes du village, les veuves de l'église, de temps en temps apparaissent avec un gâteau, avec une invitation à déjeuner, draguant ce vieil homme. Mais je remercie, et je décline. J'ai appris de la pire façon possible que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et qu'une belle femme, avec trop d'intérêt pour un vieil homme riche, n'est pas intéressée par l'homme, elle est intéressée par le riche. Marguerite vient me rendre visite chaque semaine. Nous prenons le café sur la terrasse, nous parlons de la vie, des petits-enfants. Nous ne nous disputons plus jamais. Et chaque fois qu'elle donne un conseil, j'écoute. Parce que j'ai appris qu'une sœur de sang, qui vous connaît toute la vie, en sait plus sur les gens que n'importe quel amour de quelques mois. Elle m'a sauvé, même si j'étais trop têtu pour m'en rendre compte à l'époque. Mes enfants sont aussi devenus plus proches. Antoine vient au moins une fois par mois, amène les petits-enfants pour connaître le domaine, pour courir entre les pieds de vigne, comme je courais quand j'étais enfant. Et il me dit toujours «
Papa, je suis content que vous soyez là. Je suis content que ce jour-là se soit terminé comme ça. Et je suis d'accord. Mais je porte aussi le poids de savoir qu'une vie a été prise, même si c'était en légitime défense. Parce que j'ai menti à la police. Pas complètement, mais j'ai menti par omission. J'ai dit que j'avais échangé les coupes par instinct, sans savoir ce que c'était. Mais la vérité, c'est qu'au moment où j'ai vu ce reflet, au moment où j'ai vu Sylvie verser quelque chose dans ma coupe, je savais que c'était du poison. Peut-être que je ne savais pas techniquement ce que c'était, mais je savais qu'elle essayait de me tuer. Et quand j'ai échangé ces coupes, ce n'était pas juste un instinct de survie. C'était un choix, le choix de la laisser mourir par son propre plan. Je vis avec ça. Je me réveille à l'aube parfois, voyant son visage dans ses derniers moments. Quand elle a compris ce que j'avais fait, je vois la terreur dans ses yeux, la compréhension qu'elle avait été vaincue, et je me demande si je suis meilleur qu'elle. Elle a planifié de tuer 4 hommes pour de l'argent. J'ai tué pour me sauver. Ce sont des crimes différents. Ou à la fin, avons-nous tous les deux choisi de prendre une vie? La réponse, je pense, c'est que je ne saurai jamais. Je laisse ça entre les mains de Dieu, qui juge mieux que n'importe lequel d'entre nous. Ce que je sais, c'est que ce jour-là, à mon mariage, j'ai vu ma femme verser du poison dans ma coupe par le reflet d'un miroir. Et en 3 secondes, j'ai échangé les coupes et sauvé ma vie. Si je le referais? Oui. Si je le regrette? Aussi oui. Les deux choses peuvent être vraies en même temps. La vie m'a appris que la méfiance n'est pas un manque d'amour, c'est de la prudence. Que quand les gens qui vous aiment vous mettent en garde contre quelqu'un, vous devez écouter. Que les secondes chances dans les relations sont bonnes, mais doivent venir avec les yeux bien ouverts. Et qu'un miroir montre parfois plus de vérité que 1000 beaux mots. Sylvie est enterrée au cimetière d'Avignon. Personne ne visite sa tombe. Sa famille a disparu après le scandale. Luc pourrit dans une cellule. Et moi je continue ici, vieux, seul, mais vivant. Vivant chaque jour comme un cadeau. Parce que je sais que de peu ça n'a pas été le cas. L'affaire est devenue nationale. Les journaux ont titré « La veuve noire de Provence », 4 mariages et 3 enterrements. Le miroir qui a sauvé un homme. Les chaînes de télévision ont fait des reportages. Des documentaires ont été produits. Pendant des mois, je n'ai pas pu sortir de chez moi sans que des journalistes m'attendent. Mais avec le temps, l'intérêt est passé. D'autres histoires ont pris la place. Et je suis retourné à ma vie tranquille. Les familles des 3 victimes. Jacques Moreau, premier mari, mort 2012. Pierre Lefebvre, deuxième mari, mort 2015. Daniel Rousseau, troisième mari, mort 2017, m'ont tous contacté. Ils sont venus au domaine. Nous avons parlé. Nous avons pleuré ensemble. Ils m'ont dit que pendant des années, ils avaient pensé que leur père, mari, frère, était mort naturellement. Maintenant, ils savaient la vérité. Et même si c'était douloureux, c'était aussi un soulagement. Vous l'avez arrêté, m'a dit la fille de Jacques Moreau, les larmes aux yeux. Vous avez empêché qu'elle continue. Merci. Je ne me sentais pas comme un héros. Je me sentais comme un survivant. Rien de plus. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour de mai qui a tout changé. Je suis maintenant à 76 ans. Mes cheveux sont complètement blancs. Mes mains tremblent un peu le matin. Mon dos me fait mal quand il pleut. Mais mon cœur, ce cœur qui aurait dû s'arrêter empoisonné, bat toujours fort. Le domaine prospère. Mes vins ont gagné des prix. Antoine a pris la direction des opérations. Ma fille Claire, que j'avais presque oublié de mentionner, le 3e enfant qui vit à Nice, vient souvent avec ses enfants. Les petits-enfants courent dans les vignes, rient, jouent. La vie continue. Marguerite vient toujours chaque semaine. Nous prenons notre café. Nous parlons. Nous rions parfois des souvenirs d'enfance. Elle ne mentionne jamais Sylvie. Nous avons un accord silencieux. Ce qui s'est passé ce jour-là reste entre nous. Le petit Léo, mon petit-fils de 8 ans, m'a demandé l'autre jour « Papy, pourquoi tu t'es remarié avec mamie ?» Il pensait que Marguerite était ma femme puisqu'elle est toujours là. J'ai ri et expliqué que c'était ma sœur. « Et tu n'as pas de femme, papy ?»« Non, mon garçon. »« Pourquoi ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Parce que parfois un homme a besoin d'apprendre à être seul, à être en paix avec lui-même. Il n'a pas vraiment compris. Il a juste haussé les épaules et est parti jouer. Mais c'était la vérité. Je passe mes journées calmement maintenant. Je me lève avec le soleil. Je prends mon café sur la terrasse en regardant les vignes. Je lis. J'écoute de la musique classique. Je reçois des visites. Parfois je vais au village, au marché de Châteauneuf. J'achète du fromage, du pain. Je parle avec les vieux amis. Tout le monde connaît mon histoire, mais personne n'en parle. C'est une petite ville. On respecte le silence de ceux qui ont souffert.
Le père Mathieu de l'église Saint-Pierre où j'ai failli mourir le jour de mon mariage vient parfois prendre le thé. Nous parlons de Dieu, du pardon, de la justice. Henrisa, il m'a dit un jour, « Vous avez fait ce que vous deviez faire pour survivre. Dieu comprend. Mais j'ai tué quelqu'un, mon père. Vous vous êtes défendu. Ce n'est pas la même chose. Je veux le croire. Certains jours, j'y arrive. D'autres jours, je me réveille en sueur, voyant son visage. Si cette histoire de trahison, justice et seconde chance vous a fait réfléchir sur les choix difficiles de la vie, laissez un petit pouce pour réjouir le cœur de ce vieux grand-père. Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires que je vais raconter avec tout le cœur. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous maintenant. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre faire confiance à quelqu'un ou écouter les avertissements de la famille? J'adore savoir de quelle ville vous êtes et à quel moment de la journée vous m'accompagnez. Un gros câlin de ce vieux Henri qui a appris que parfois la vie nous teste de façon que nous n'imaginons jamais. Restez avec Dieu, mes chers. Les pires trahisons peuvent nous enseigner les plus grandes leçons. J'ai appris que la confiance doit être gagnée, pas donnée aveuglément. Que la famille qui vous aime vous dit la vérité, même quand elle fait mal. Et que parfois, un simple reflet dans un miroir peut sauver votre vie. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un vieil homme qui a eu 3 secondes pour prendre la décision la plus importante de sa vie. Et je l'ai prise. Que Dieu me pardonne. Je me suis déjà pardonné autant que je peux. Henri Beaumont, 76 ans, Châteauneuf-du-Pape, Vaucluse.